Bonjour et bienvenue à cette nouvelle formation e-legal organisée par le cabinet d'avocats Lexing en partenariat avec la maison d'édition juridique Larcier. Le sujet de ce jour est le suivant, la protection du consommateur liée au numérique. Quelle nouveauté? La présentation de ce jour vous sera présentée par maître Sophie Évrard de Peps et Victoria Ruel. Les 4 questions du jour sont les suivantes. Comment être transparent pour éviter les pratiques commerciales déloyales en ligne? Quelles sont les obligations concernant le droit de rétractation des consommateurs pour les achats en ligne? Quelles sont les obligations liées à la garantie de conformité? Que se passe-t-il si jamais le consommateur n'obtenait pas le produit qu'il s'attendait à recevoir? Et comment lutter contre l'obsolescence prématurée des produits vendus? Notre fil conducteur s'affiche à l'écran. Il vous est présenté par Maître Ruel, à laquelle je cède tout de suite la parole. Merci beaucoup Normand. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux ce vendredi matin pour notre webinaire. Donc comme Normand l'a dit, comme chaque fois, on part d'un exemple concret, d'un fil conducteur qui va structurer notre réflexion et nous permettre finalement de répondre aux 4 questions que l'on se pose concernant la protection des consommateurs dans l'environnement numérique. Alors aujourd'hui, nous allons suivre une société, la société Green Innov, qui est une start-up belge spécialisée dans les solutions durables pour la maison. Alors, Green Innov développe toute une série d'appareils domestiques intelligents qui sont contrôlables de manière centralisée via une application mobile. Alors, Green Innov souhaite bien entendu commercialiser ces solutions, mais elle veut également le faire en se conformant aux nombreuses exigences légales auxquelles elle est soumise. Mais à côté de ça, Green Innov est également une entreprise soucieuse de l'environnement, une entreprise éco-responsable qui tient à proposer des solutions durables et à lutter contre l'obsolescence programmée. Alors, la première question que va se poser Green Innov, c'est de savoir comment respecter cette obligation de transparence et par la même occasion éviter de commettre des pratiques commerciales déloyales en ligne. Alors, à votre avis, est-ce que les informations qui sont fournies par les vendeurs en ligne sont généralement suffisantes et transparentes pour vous permettre de faire un choix éclairé? Alors, vous avez un sondage qui s'affiche maintenant à votre écran auquel vous pouvez répondre. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Alors, étonnamment, on voit qu'on a quand même 80% de participants qui considèrent qu'il n'y a pas suffisamment d'informations qui sont fournies en ligne par les vendeurs et par les fournisseurs de services. Alors, c'est étonnant parce que, en réalité, tout un tas d'informations doit être fourni et c'est une obligation légale qui est justement imposée dans le cadre des règles applicables en matière de protection des consommateurs. Alors, les règles de protection des consommateurs qui nous intéressent aujourd'hui, elles sont applicables uniquement aux relations qui lient une entreprise et un consommateur. Donc, l'entreprise, ça va être toute personne physique ou morale, peu importe, qui poursuit de manière durable un but économique. À côté de ça, le consommateur, c'est une personne physique uniquement, et donc on exclut les personnes morales, qui agissent à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale. Alors, c'est finalement la finalité du produit qui va déterminer la qualité des parties. Est-ce que j'achète un bien pour l'utiliser à des fins privées ou à des fins professionnelles? La raison d'être de ce fameux régime de protection du consommateur, c'est ce constat de base qui est que dans cette relation entre l'entreprise et le consommateur a une position de faiblesse à plusieurs égards. Donc, premièrement, le consommateur dispose de beaucoup moins d'informations que l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'asymétrie informationnelle. Il y a une différence entre toutes les informations dont dispose l'entreprise qui connaît bien entendu son produit et son business et le peu d'informations dont dispose son client consommateur. Ensuite, on considère aussi que le client, le consommateur, peut être dans une position de faiblesse face à une entreprise qui a une position de force sur le marché. Donc, imaginons une entreprise qui a une position dominante ou même monopole, qui va généralement fonctionner grâce à des contrats d'adhésion. Et donc, grâce à ces contrats d'adhésion, l'entreprise impose ses conditions générales au consommateur, qui n'a aucune marge de négociation et dispose simplement du choix d'accepter, oui ou non, ces conditions générales et de souscrire au service ou pas, d'acheter le bien ou pas.
En plus de ces faiblesses générales qu'on attribue aux consommateurs, dans l'environnement numérique, ces faiblesses vont être renforcées. Donc, premièrement, lorsque le contrat va être conclu dans l'environnement numérique, le contrat va être conclu à distance, par exemple sur Internet, tout simplement, le consommateur n'est pas en mesure de voir le produit, de le toucher, de l'essayer avant de l'acheter comme c'est possible dans un magasin traditionnel. Outre ce manque d'informations, on prend aussi en considération le fait que la conclusion d'un contrat via des outils informatiques peut s'avérer plus compliquée pour des gens qui sont moins familiers avec les nouvelles technologies. Donc tout simplement, on pense directement à des personnes plus âgées qui n'auraient pas l'habitude de commander des produits sur Internet. La dernière faiblesse qu'on peut aussi reconnaître aux consommateurs dans le milieu numérique, c'est lié à la complexité de l'objet du contrat. Si le bien sur lequel porte le contrat est un objet technologique, est un objet numérique, on peut facilement envisager que ça pose des problèmes, des difficultés pour le consommateur. Donc, par exemple, si on propose un service numérique, si on propose par exemple un service de maintenance, il faut savoir ce que recouvre ce service, quelles prestations sont comprises ou non dans le contrat, et toutes ces informations peuvent être manquantes pour un consommateur. Et donc, pour toutes ces raisons, le droit économique, le législateur est intervenu pour, d'un point de vue plus général, accorder un régime de protection aux consommateurs, mais à ces règles s'ajoutent encore des obligations qui sont renforcées quand on est dans une hypothèse qu'on appelle le contrat conclu à distance. Les contrats conclus à distance sont tous les contrats toujours entre une entreprise et un consommateur qui sont conclus sans la présence simultanée de l'entreprise et du consommateur et donc qui sont conclus par le recours à des technologies de communication à distance. Peut-être pour donner un exemple et un contre-exemple, toutes les plateformes d'achat en ligne, les plateformes d'e-commerce sont soumises à ces obligations de contrat à distance parce que justement le contrat est conclu sans la présence simultanée de l'entreprise et du consommateur. Par contre, si vous avez un site internet qui sert uniquement comme catalogue, comme vitrine, pour exposer tous les produits que vous vendez, mais qu'on ne peut pas directement passer commande sur le site internet et qu'il faut se rendre en magasin, alors là, on sort du champ d'application des règles applicables au contrat à distance. Alors, au final, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va devoir respecter lorsqu'elle est soumise aux règles applicables au contrat à distance? Premièrement, des obligations d'information avant la conclusion du contrat. Il faut par exemple informer le consommateur sur l'identité de l'entreprise, bien entendu, les caractéristiques du produit, le prix du produit, les modalités de paiement, les modalités de livraison, etc. Lorsque le produit est un produit numérique, un bien ou un service numérique, il va falloir en plus informer le consommateur sur les fonctionnalités du produit. Donc, par exemple, dans quelle langue est fourni le produit, quelle est la durée, imaginons si c'est un film qui est vendu, quelle est la taille du fichier, etc. Toujours lorsque on vend et lorsqu'on met à disposition un service numérique, il faut également informer le consommateur sur les questions de l'interopérabilité. Est-ce que le produit proposé va être interopérable? Est-ce qu'il va être euh, adapté à certains matériels et certains logiciels? Donc, par exemple, lorsque vous téléchargez une application pour votre téléphone, c'est important de savoir est-ce que l'application elle est interopérable avec un iPhone ou avec un téléphone Android, etc. Donc ça, c'est toutes des informations qui doivent être fournies avant de passer la commande, avant d'acheter le bien ou de souscrire au service. L'entreprise doit également respecter des obligations d'information après la conclusion du contrat. Donc, toutes les informations que j'ai citées juste avant doivent être confirmées, doivent être fournies à nouveau au consommateur après que le contrat a été conclu. Et dans ce cas-là, ça doit être fourni sur un support durable pour que l'utilisateur puisse les conserver et les reproduire. Concrètement, ça signifie que si vous êtes une entreprise et que vous renvoyez l'utilisateur, le consommateur, à votre site internet qui contient vos conditions générales, ça ne suffit pas. C'est la même chose si vous envoyez simplement un lien hypertexte au consommateur en lui disant il suffit de cliquer sur ce lien pour avoir accès à toutes les informations. Ça ne suffit pas non plus. En revanche, on accepte tout à fait que soit envoyé, imaginons, un courrier de confirmation de la commande au consommateur et qu'en pièce jointe, vous mettez en format PDF les conditions générales qui contiennent toutes les informations nécessaires. Alors, troisièmement, l'entreprise se voit également imposer des obligations liées au processus de conclusion du contrat. Par exemple, une obligation de mettre en place des moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs.
Donc, dans l'environnement numérique, comment est-ce que ça se traduit? Par exemple, c'est simplement insérer dans le processus de conclusion de contrat, de commande, une étape où on a un récapitulatif de la commande et où le consommateur va devoir vérifier les informations et les valider pour pouvoir passer à l'étape supérieure et pouvoir finaliser sa commande. Ensuite, l'entreprise est également soumise à l'interdiction générale de pratiques commerciales déloyales et l'interdiction de clauses abusives. Donc, le Code de droit économique, le législateur, a prévu toute une liste de pratiques qui sont tout simplement interdites et une liste de clauses qui sont tout autant interdites dans les contrats entre les entreprises et les consommateurs. À titre d'exemple, peut-être une pratique de commerce déloyal, le fait pour une entreprise de présenter faussement un produit comme en édition limitée, donc de dire qu'un produit ne sera euh, proposé que dans une limitation des stocks ou dans une période limitée, alors que ce n'est pas le cas, justement pour que le consommateur soit un peu pressé, ne prenne pas le temps de la réflexion et achète peut-être d'une manière un peu compulsive, consiste en une pratique qui est déloyale et qui est tout à fait interdite. Et pour finir, la dernière chose, la dernière garantie qui est mise en place pour protéger les consommateurs et que devra respecter l'entreprise Green Innov, c'est de créer, de mettre à disposition un droit de rétractation. On reviendra là-dessus dans la deuxième partie de ce webinaire. Alors, toujours dans cet objectif de transparence et de protection du consommateur, il faut mentionner la directive qu'on appelle Omnibus, la directive 2019-21-61, qui est venue rajouter des nouvelles exigences concernant les promotions, les classements des offres et les avis en ligne. C'est important parce que ces exigences sont déjà en vigueur et il faut les respecter déjà depuis mai 2022. Que prévoit la directive? Premièrement, elle impose à l'entreprise qui veut annoncer sur son site internet une réduction des prix que le prix affiché comme le prix antérieur, le prix initial, soit le prix le plus bas qui était appliqué pour ce même produit sur les 30 derniers jours. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? C'est que si un bien est habituellement vendu à 200 euros, je vous rassure, on ne va pas faire de calcul. Si un bien est actuellement vendu à 200 euros, mais que pour une raison X ou Y, une semaine avant la promo, pendant un jour, il a été vendu à 180 euros, au moment de la promotion, il va falloir annoncer le nouveau prix en indiquant que le prix antérieur, le prix initial sans la promo, était de 180 euros et non de 200 euros. Et donc, le prix antérieur, le prix initial qu'on annonce au consommateur, est le prix le plus bas sur la période de 30 jours qui a précédé la réduction du prix. La directive prévoit également des obligations de transparence quant aux critères qui sont pris en considération pour classer des offres par les places de marché en ligne. Donc, il faut expliquer les critères qui sont pris en considération. Il faut expliquer l'importance de chaque critère et il faut expliquer aussi si parmi ces critères, il y a un paiement qui serait fait par l'entreprise, quelle est l'importance de ce critère. Donc, on pense directement, par exemple, aux résultats de Google Search. Quand vous faites une recherche sur Google Search, imaginons vous cherchez un produit, il faut indiquer si le premier produit qui vous est proposé a cette priorité, est le premier qu'on vous montre parce que justement, c'est un produit qui est sponsorisé. Pour finir, la dernière grande nouveauté de la directive Omnibus, c'est qu'elle renforce l'obligation de vérifier les avis. Et donc, elle fait de la pratique de se prévaloir d'un avis par une entreprise sans avoir vérifié au préalable l'authenticité de cet avis, d'une pratique commerciale déloyale qui est désormais interdite. Qu'est-ce qu'il se passe si on ne respecte pas toutes les obligations que je viens de vous énoncer? Le non-respect peut mener soit à des sanctions civiles, soit à des sanctions pénales, soit les deux. Donc pour les sanctions civiles, malheureusement, il n'y a pas de sanction générale lorsque on ne respecte pas l'interdiction de faire des pratiques de commerce déloyales ou lorsqu'on ne respecte pas l'obligation d'information. C'est chaque fois des sanctions spécifiques qui sont un peu disséminées partout dans la loi et qui sont propres au comportement qui a été commis. Donc, par exemple, parmi l'obligation d'information, on est obligé d'informer le consommateur sur les frais de renvoi du bien. Et la loi va prévoir par la même occasion que si on ne le fait pas, ben, tout simplement, on ne peut pas réclamer ce remboursement, on ne peut pas réclamer ces frais au consommateur. Pour donner également un exemple de pratique déloyale, est considéré comme une pratique déloyale interdite le fait d'envoyer spontanément un produit à un consommateur et ensuite de lui exiger un paiement alors qu'il n'a jamais demandé, il n'a jamais commandé ce bien. C'est une pratique déloyale qui est visée par la loi et la loi prévoit
également que si l'entreprise commet cette pratique déloyale, la sanction, tout simplement, c'est que le consommateur va pouvoir garder le bien sans devoir le payer. Pour ce qui est des clauses abusives, là, c'est beaucoup plus simple. La loi prévoit simplement que toutes les clauses abusives sont nulles et non écrites. Tout simplement, la clause qui est abusive et qui est dans le contrat entre l'entreprise et le consommateur ne va sortir aucun effet. Certains comportements peuvent également entraîner des sanctions pénales. Le Code de droit économique prévoit plusieurs catégories de sanctions qui sont classées du niveau 1 au niveau 6 et en fonction de la gravité du comportement qui a été commis par l'entreprise, elle va, elle va subir soit une sanction de niveau 1, soit une sanction de niveau 6. Et ça représente des amendes qui vont de 26 à 100 000 euros pour l'entreprise et ça peut même aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Donc évidemment, c'est le montant le plus important qui est retenu comme plafond. Pour les sanctions de niveau 6 uniquement, qui sont les sanctions évidemment les plus graves, le comportement peut également donner lieu à un emprisonnement qui va de 1 à 5 ans pour son auteur. À titre d'exemple, une pratique qui peut mener à une sanction de niveau 6 et donc un emprisonnement, c'est l'entreprise qui fait des affirmations fausses, des informations inexactes quant au risque auquel s'expose le consommateur s'il achète ou s'il n'achète pas le produit qui est proposé pour sa sécurité personnelle. Donc, en conclusion, notre startup, elle va devoir vérifier tout d'abord qu'elle fournit bien toutes les informations au consommateur avant et après la conclusion du contrat. Elle va devoir réviser ses procédures de communication de prix si elle veut faire une promo, si elle veut réduire le prix. Et elle va également devoir mettre en œuvre des procédures pour s'assurer qu'elle est suffisamment transparente lorsque elle classe des offres et également lorsqu'elle met à disposition des clients des avis, d'autres clients, des avis sur son site Internet. Alors, la deuxième question que l'on se pose, c'est celle de savoir quelles sont les obligations qui concernent le droit de rétractation pour les consommateurs dans les achats en ligne. Alors, Greeninor va se demander, premièrement, si elle est obligée de permettre à ses clients consommateurs en ligne de pouvoir se rétracter et si elle n'a pas le choix de le faire, dans quelles conditions est-ce qu'elle va devoir permettre ce droit de rétractation. Alors, à ce sujet, il y a un nouveau sondage qui est censé apparaître à votre écran. Nous vous demandons, pensez-vous que tous les achats effectués en ligne sont systématiquement accompagnés d'un droit de rétractation? Je vois que les réponses sont partagées. Vous êtes plutôt partagés. On est quasi à un 50-50 oui et non. Alors, en réalité, tout contrat à distance B2C entre une entreprise et un consommateur emporte un droit de rétractation en principe, mais le législateur a toutefois prévu des exceptions à ce principe. Alors, le droit de rétractation, c'est une des garanties qui est protégée, qui est proposée par le législateur, en plus de l'obligation d'information, pour contrebalancer les risques qui sont générés par les contrats qui sont conclus à distance. Donc, l'idée, c'est, on est dans un contrat à distance, le consommateur ne peut pas voir, tester, prendre possession du produit avant de prendre son choix de l'acheter ou non. Et le droit de rétractation, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre au consommateur d'acheter dans un premier temps le bien, de souscrire au service, de le recevoir, de l'essayer et éventuellement, dans un second temps, de changer d'avis si ça ne lui convient pas. Le droit de rétractation permet également de lutter contre des achats impulsifs en ligne. Donc, par conséquent, le consommateur qui achète un bien et qui souscrit à un contrat à distance a un délai de 14 jours pour changer d'avis sans devoir se justifier et sans devoir supporter les frais pour ce changement d'avis, autre évidemment que les frais pour renvoyer le bien. Donc, ce droit s'applique, je le répète, au contrat à distance entre une entreprise et un consommateur, mais quel que soit le produit qui est l'objet du contrat. Ça peut être un bien, ça peut être un service traditionnel, ça peut aussi être un contenu numérique. Pour pouvoir être effectif, il est impératif que les consommateurs soient au courant qu'ils disposent de ce droit de rétractation. Sinon, évidemment, ça ne sert à rien.
Et donc, le professionnel a une obligation d'informer les consommateurs sur l'existence ou non de ce droit de rétractation, sur la manière d'exercer ce droit et enfin sur les frais qui sont occasionnés s'il exerce ce droit de rétractation. Concrètement, comment ça se passe? Le consommateur a, je l'ai dit, un délai de 14 jours pour se rétracter. Ce délai va commencer à courir à partir de la réception du bien physique, s'il y a un bien physique. Donc, si par exemple, vous achetez un bien ou vous achetez un contenu numérique avec support matériel, donc imaginons un DVD ou un CD-ROM, dans ce cas-là, le délai de 14 jours va commencer à courir au moment où vous recevez ce bien physique. Par contre, pour tout ce qui concerne des services ou des contenus numériques qui n'ont pas une matérialité, qui n'ont pas de support matériel, donc par exemple, vous téléchargez une application, vous regardez un film en streaming, etc. Dans ces cas-là, le délai de 14 jours commence à courir plus tôt et commence à courir dès que le contrat est conclu, donc dès que vous passez la commande, que vous téléchargez le contenu. Dans ce délai de 14 jours, le consommateur doit faire part de son intention d'exercer son droit de rétractation. Comment? Par une déclaration qui est claire. Une déclaration, dit la loi, dénuée d'ambiguïté. Le consommateur peut également, pour exercer ce droit de rétractation, utiliser un formulaire standardisé qui est mis à disposition par le législateur. Et dernière possibilité, le consommateur peut procéder à son droit de rétractation, exercer son droit de rétractation via une procédure qui serait en ligne et qui serait mise à disposition directement par l'entreprise. Donc, en tant qu'entreprise, vous pouvez prévoir sur vos sites Internet, par exemple, une procédure pour directement aller se rétracter. Mais dans ce cas, attention qu'il y a une obligation supplémentaire, c'est celle de confirmer, d'accuser réception plutôt, de la rétractation auprès du consommateur. Une fois que le consommateur il a décidé de se rétracter, il a l'obligation de renvoyer évidemment le bien dans un délai à nouveau de 14 jours. Le consommateur sera tenu uniquement de la dépréciation du bien, donc si le bien est abîmé, résultant de manipulations qui sont autres, qui vont au-delà de celles qui étaient nécessaires pour prendre possession de bien, établir sa nature et son bon fonctionnement. Donc imaginons, je commande sur Internet des chaussures de course, j'ai évidemment le droit d'essayer les chaussures, de vérifier que la taille correspond, de marcher un peu avec, mais je ne peux pas commencer à faire un marathon et après renvoyer les chaussures tout abîmées. Si le consommateur il exerce son droit de rétractation alors qu'il a souscrit à un service, ce qui se passe, c'est que si le service a commencé, il va devoir payer le prix, mais uniquement pour couvrir la partie du service qui a déjà été effectuée. Donc, c'est vraiment un paiement du prix au prorata de ce qui a été réalisé. Une fois que le consommateur a fait part de son intention de se rétracter et qu'il doit renvoyer le bien ou que le prestataire met fin au service. De son côté, l'entreprise va devoir rembourser le prix reçu, en ce compris les frais de livraison standard, à nouveau au plus tard dans un délai de 14 jours. Sauf si le consommateur il demande que ça se passe autrement, l'entreprise va devoir rembourser le prix et les frais via le même mode de paiement que celui qui a été employé par le consommateur pour payer initialement. Donc, si je passe commande avec ma carte de crédit, je suis censé être remboursé sur ce même compte. S'il y a un bien physique, le législateur a quand même voulu protéger l'entreprise. S'il y a livraison d'un bien physique, l'entreprise peut rembourser au moment où elle reçoit le bien en retour ou au moment où le consommateur lui envoie la preuve de l'expédition du bien. Donc, on a voulu quand même éviter que le consommateur puisse simplement exercer son droit de rétractation, être remboursé et évidemment ne jamais renvoyer le bien qu'il a reçu. Comme je l'ai dit au tout début, le principe, c'est ce droit de rétractation, mais la loi prévoit des hypothèses dans lesquelles il n'y a pas de droit de rétractation. Certaines sont particulièrement intéressantes dans l'environnement numérique. Donc, par exemple, lorsque un contrat de service a été souscrit, qu'il a été pleinement exécuté et que, premièrement, l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation euh, suite au consentement express du consommateur, et si au moment où le consommateur a accepté que le service commence plus tôt, on l'a informé que dans ce cas-là, il allait perdre son droit de rétractation. Dans ce cas-là, le consommateur ne peut plus se rétracter. La même exception est prévue pour la fourniture de contenus numériques qui ne sont pas fournis sur un support matériel. Donc, par exemple, à nouveau, un film qui serait téléchargé, une musique qui serait téléchargée, etc.
Il y a aussi une exception, il n'y a pas de droit de rétractation lorsqu'il y a une fourniture d'un enregistrement audio ou vidéo ou encore d'un logiciel informatique, lorsque la fourniture est faite via un bien scellé qui a été décellé après livraison. Imaginons, vous achetez un logiciel, il vous est livré sous forme physique. Vous le téléchargez, vous ne pouvez pas après, évidemment, vous rétracter parce que l'entreprise, tout simplement, a aucune garantie que vous allez supprimer concrètement le produit que vous avez reçu. Et donc, que va devoir faire notre société, notre startup Green Innov? Il va devoir veiller, premièrement, à informer les clients sur l'existence ou l'absence de droit de rétractation. Lorsque le droit de rétractation existe, il va falloir l'informer sur les conditions du droit de rétractation, le délai, bien entendu, les modalités et fournir le formulaire standardisé pour pouvoir exercer ce droit. Mais lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu, il faut également en informer le consommateur. Le législateur prévoit que si on omet d'informer le consommateur sur le fait qu'il a un droit de rétractation, la conséquence, tout simplement, c'est que à la fin des 14 jours du délai de rétractation, le consommateur a encore un délai de 12 mois qui s'ajoute. Et donc, au total, le consommateur a 12 mois plus 14 jours pour exercer ce droit de rétractation s'il n'en a pas été informé. Par contre, si l'entreprise se réveille dans ce délai et décide de fournir toutes les informations nécessaires au consommateur, alors là, un nouveau délai de 14 jours recommence. Si l'entreprise fournit un service en ligne ou si elle vend un contenu numérique qui n'a pas de bien matériel, donc où il n'y a pas un bien physique qui est livré, il faut également, c'est très important, recueillir le consentement du consommateur, pardon, pour commencer plutôt la livraison, pour fournir plutôt le service et à ce moment, informer le consommateur que s'il accepte, il reconnaît qu'il perdra son droit de rétractation. Donc ça, c'est très important. Par exemple, dans le processus de commande, par exemple, de prévoir une case à cocher par lequel le consommateur demande que le service commence directement à être presté et reconnaît que dans ce cas-là, il perd son droit de rétractation. Si on ne le fait pas, on prend le risque que l'entreprise commence à prester le service est éventuellement même fini, mais étant donné que le droit de rétractation court, le consommateur va tout simplement, après le service, pouvoir dire je me rétracte et je ne paye pas le service qui a été pourtant presté dans son intégralité. Ensuite, Criminov va également devoir informer le consommateur sur les frais qui sont liés au retour du produit. Par exemple, il faut informer du fait que le consommateur va devoir supporter les frais de renvoi du produit, qui sont en réalité les seuls frais que l'on peut demander au consommateur. Il faut également informer le consommateur que si il y a un contrat de service et qu'il y met fin en exerçant son droit de rétractation en cours d'exécution du service, il devra quand même payer le service, même si c'est seulement proportionnel à ce qui a déjà été presté. Si l'entreprise ne respecte pas cette obligation d'information, si elle ne fournit pas toutes ces informations au consommateur, tout simplement, le consommateur ne supporte pas ses frais et on ne va pas pouvoir aller lui réclamer de payer tous ces frais. Pour conclure sur le droit de rétractation, ce droit implique tout d'abord une information précontractuelle. Il faut informer que le droit existe, comment l'exercer et informer également si le droit n'existe pas. Et tout aussi important, obtenir le consentement préalable du consommateur pour commencer directement l'exécution ou pour fournir le contenu numérique sans support matériel et que le consommateur soit informé que s'il l'accepte, s'il coche la case prévue à cet effet, il reconnaît qu'il n'aura pas son droit de rétractation. Il faut aussi faciliter la rétractation, donc mettre à disposition éventuellement un process en interne dans l'entreprise pour gérer les demandes de rétractation et gérer la réception des renvois et des frais qui sont liés à tout ce processus de gestion efficace des retours. Je passe maintenant la parole à Sophie qui va entamer les 2 dernières questions qu'on se pose ce matin. Merci beaucoup Victoria pour cette première partie très intéressante donc sur la transparence et également sur le droit de rétractation. Et donc maintenant, on va passer à la troisième partie qui est celle sur la garantie de conformité des produits. Et on va commencer par une question qui va s'afficher à votre écran. Normalement, pensez-vous que la garantie de conformité
Je ne vois plus la question. Voilà. Pensez-vous que la garantie de conformité s'applique à tous les produits achetés en ligne, peu importe leur origine ou le type de produit? Alors, une majorité... Ah, ça devient un peu équitable. Donc, on a plus ou moins 58% qui dit oui, 44% qui dit non. Donc, c'est assez mitigé. Eh bien, il faut savoir que la loi s'applique aux ventes de biens de consommation. Donc, c'est vraiment par un vendeur professionnel à un consommateur. Et donc, un bien de consommation, ça va être un objet mobilier corporel. Donc, on parle par exemple de voitures, de téléphones, de frigos, de meubles, de services et de biens numériques. Mais il y a également quelques exceptions. Par exemple, la garantie conformité ne s'applique pas à la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité ou encore aux biens immobiliers. Et donc ici, on est vraiment dans une situation entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur, donc qui agit à des fins privées et non professionnelles. Donc, si on reprend notre fil conducteur, on a Greeninov qui vend ici à des consommateurs. Donc, c'est une entreprise donc professionnelle qui vend un produit de consommation à des consommateurs pour un usage privé. Donc, on est bien ici soumis à ces obligations de garantie de conformité. Alors, cette garantie de conformité, en fait, a été complétée dans le Code de droit économique par la loi du 20 mars 2022, surtout sur les aspects numériques. Donc, pour les biens numériques, les contenus numériques et les services numériques. Donc, Greeninov, puisque dans ce qu'elle propose à ses clients, puisqu'il s'agit d'outils, d'objets connectés, eh bien, Greeninov doit aussi se conformer à cette obligation de garantie de conformité pour en fait livrer à son client un produit qui est conforme à ce que le client a commandé. Alors, comment est-ce qu'on voit qu'un produit est conforme? On va regarder plusieurs critères. Tout d'abord, on va regarder quelle était la description, la quantité et puis la qualité qui était en fait promise par le vendeur. Donc, sur le site internet, je vais acheter mon frigo connecté chez Greeninov. Eh bien, voilà, on a une certaine description. J'ai commandé un frigo connecté et puis il y a aussi une fiche technique avec une certaine qualité qui est promise par Greeninov. Eh bien, quand moi, consommateur, je vais recevoir mon frigo connecté, j'attends que ce frigo soit conforme, corresponde à ce qui était indiqué par le vendeur, tant d'un point de vue description que quantité, que qualité, qui était donc affiché sur le site internet. Et puis, on va regarder un deuxième point qui est en fait les critères subjectifs et objectifs. Donc, moi, en tant que consommateur, je vais recevoir mon frigo connecté ou comme je commanderai un téléphone, un smartphone, eh bien, on va regarder deux formes de critères. Le critère subjectif, c'est-à-dire que le produit doit correspondre à la description et être adapté à tout usage spécifique requis par le consommateur. Donc moi, quand j'achète mon frigo connecté ou quand j'achète mon smartphone, eh bien, j'estime qu'ils doivent déjà tout simplement fonctionner. Que, par exemple, un téléphone puisse appeler, aller sur Internet, etc. Et puis, on a les critères objectifs, où on va vraiment regarder ce qu'est censé faire un frigo, ce qu'est censé faire un téléphone, et on va regarder ces critères plutôt objectifs, plutôt techniques, pour vérifier que l'objet, le produit, satisfait aux standards de qualité, de performance habituels pour ce type de produit. Alors, Greeninov a aussi une obligation de fourniture de mise à jour. Donc ici, on est vraiment dans les produits numériques, les produits connectés, par exemple, comme le frigo connecté ou un smartphone de nouveau, mais comme un ordinateur, une montre connectée, il y a pas mal d'exemples. Eh bien, en fait, l'entreprise qui va vendre ce produit a une obligation de fournir des mises à jour. Donc, va devoir en fait permettre de maintenir cette conformité, que le produit continue à fonctionner de manière correcte. Et
va devoir aussi informer le client, informer le consommateur de la disponibilité des mises à jour. Et donc aussi, bien entendu, fournir des instructions claires, comment est-ce qu'on peut mettre à jour. Donc par exemple, sur un smartphone, on a parfois une notification en disant voilà, une mise à jour est disponible, vous pouvez la télécharger et la mettre en place, voilà comment faire, et en général, c'est plutôt clair. Mais donc c'est important pour tous les vendeurs de services de biens numériques de rendre évidemment disponibles ces mises à jour, mais aussi expliquer aux clients, expliquer aux consommateurs comment faire pour installer cette mise à jour de manière simple et claire. Et donc ici, on en a parlé, GreenInnov, pour être conforme à cette loi sur la garantie de conformité qui se trouve maintenant dans le Code de droit économique, eh bien, va informer ses consommateurs, ses clients, de manière proactive. Alors, ça peut être directement, par exemple, sur le frigo connecté, on a une notification. Ça peut être éventuellement aussi par un autre biais, par exemple par email ou sur le site internet, mais souvent, c'est sur l'objet, le produit même. Et fournir ces instructions claires pour une expérience utilisateur fluide, que ça soit simple, sécurisé pour le consommateur. Alors, il est très important de noter que si GreenInnov, si le vendeur donc propose cette mise à jour, qu'elle est disponible et qu'il y a les instructions claires, mais que le client, lui, décide de ne pas installer la mise à jour, pour quelque raison que ce soit, la responsabilité de l'entreprise du vendeur n'est pas engagée. Donc, si on décide de ne pas mettre la dernière mise à jour de notre smartphone, de la mettre à jour, eh bien, on ne peut pas se retourner contre l'entreprise parce qu'il ne fonctionne plus, on n'a plus accès à certaines fonctionnalités. Voilà, pardon. On y est. Alors, comment peut agir un consommateur, un client, en cas de non-conformité? Donc, je reçois mon frigo connecté et en fait, il ne fonctionne pas très bien. Il s'éteint tout le temps ou voilà, il ne fonctionne pas bien. Ce n'est pas ce que j'attendais comme frigo connecté de la part de GreenInnov. Eh bien, il y a plusieurs choses que je peux faire en tant que consommateur. On a donc ici une hiérarchie des actions. La première action que je pourrais demander à GreenInnov, c'est la réparation. Donc, de dire à GreenInnov, voilà, moi, mon frigo ne fonctionne pas, est-ce que vous pouvez venir le réparer? La deuxième option, c'est le remplacement. Donc, demander à l'entreprise de venir remplacer mon frigo connecté ou tout autre produit dont on parle. La troisième option, c'est une réduction sur le prix, de dire, voilà, c'est vrai qu'il y a une petite fonctionnalité qui ne fonctionne pas, ça m'embête, mais est-ce que je pourrais avoir une petite réduction pour mon prochain achat éventuellement? Et puis, vraiment, si c'est la catastrophe, il n'y a rien qui fonctionne, on a essayé la réparation, on a essayé le remplacement, ça ne va pas, eh bien, on peut, en cas de défaut majeur du produit et que vraiment il est inutilisable, on peut demander de résoudre le contrat et donc de dire, voilà, on arrête, reprenez ça, remboursez-moi et on en arrête là. Voilà, ce sont les 4 options et donc c'est ici des recours qui sont de manière hiérarchique que le consommateur peut entreprendre par rapport aux vendeurs. Alors, donc on en termine ici pour la garantie de conformité qui, comme on l'a dit, en fait, a pour but de fournir des produits conformes, que le consommateur qui achète en ligne, eh bien, il retrouve un produit conforme au moment de la livraison. Et en fait, cette garantie, il faut savoir qu'elle est valide pendant 2 ans. Donc ça, c'est la garantie légale. Mais que le vendeur peut prévoir une garantie commerciale, donc qui vient s'ajouter à la garantie légale. Voilà, ça c'est vraiment d'un point de vue commercial. Si vous le souhaitez, vous pouvez élargir cette garantie, mais elle doit être d'au minimum 2 ans. Et donc, il y a divers recours pour le consommateur, la réparation, le remplacement, la réduction du prix ou la résolution du contrat. Et que, évidemment, l'entreprise doit être transparente, doit être réactive en cas de problème et doit agir de manière prompte pour
voilà, remplacer, réparer le produit, etc., pour que ce produit vendu reste conforme à l'attente du consommateur. Et on en vient désormais à la quatrième partie, qui est celle de l'obsolescence prématurée. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme, souvent plutôt mentionné comme obsolescence programmée. Alors ici, on va parler plutôt d'obsolescence prématurée. On va vous expliquer un peu les différentes sortes d'obsolescence prématurée, vraiment à quoi ça correspond. Et en fait, si on reprend un peu la définition, il s'agit de l'ensemble des techniques que quelqu'un qui va mettre un produit sur le marché, que ce soit un fabricant, que ce soit un distributeur, pour en fait réduire de manière délibérée la durée de vie d'un produit. Et donc permettre en fait, un peu obliger le consommateur à racheter ou à remplacer le produit un peu plus vite que ce qu'il aurait dû faire normalement. Et donc évidemment, ça engendre de la surconsommation de la part des consommateurs, et donc il faut essayer à tout prix d'éviter ce genre de situation. Alors, une question va s'afficher à l'écran. Pensez-vous qu'il existe des législations efficaces pour lutter contre l'obsolescence prématurée des produits électroniques? Alors, une majorité d'entre vous nous dit non. Alors, on va y revenir, mais effectivement, il n'y a pas une grosse loi, on va dire, un gros règlement qui vise vraiment uniquement l'obsolescence prématurée, à lutter contre cette obsolescence. On a divers textes, on a quelques outils pour essayer de contrer cela, mais on n'a pas un vrai cadre efficace, en tout cas, qui vient vraiment lutter contre cette obsolescence prématurée de manière très, très concrète, mais plutôt une série de lois et de dispositions un peu disparates. Alors, si on revient un peu plus sur la compréhension de l'obsolescence prématurée, eh bien, en fait, il y a un peu trois possibilités d'obsolescence. On a d'abord l'obsolescence en termes de qualité. Donc, en fait, ça serait par exemple un produit qui a un peu des composants de faible qualité. Un smartphone qui est en fait composé vraiment de produits de faible qualité, qui, du coup, rend cette durée de vie du frigo connecté de Greeninov ou d'un smartphone rapidement obsolète. Et donc, ça augmente les déchets électroniques et ça augmente évidemment la surconsommation puisqu'on va racheter un autre produit. Ensuite, on a aussi une possibilité d'obsolescence esthétique, psychologique. Alors, ici, on parle plus d'un effet de mode. De dire, ah, moi, j'ai vraiment envie du dernier smartphone, tous mes amis ont ce dernier ordinateur ou ce dernier produit numérique. Et donc, on va laisser de côté celui qu'on avait alors qu'il fonctionne peut-être encore très bien, pour acheter la nouvelle version, voilà, plutôt pour un effet de mode, d'esthétique ou plus psychologique. Et puis le troisième, c'est l'obsolescence technologique qui, en fait, vous le savez, la technologie évolue de manière exponentielle, évolue énormément, et donc, en fait, on aura voilà, c'est ce produit qui finalement n'est plus tellement à jour, puisqu'on a des technologies qui sont beaucoup plus poussées, et donc on a envie d'aller vers ces technologies plus poussées, et donc d'abandonner un peu ces produits qu'on avait et qui fonctionnent peut-être encore très bien. Et donc tout cela engendre des déchets électroniques, et vous le savez, vous le savez sans doute, le numérique pollue énormément. Que ce soit dans toute la gestion de la fin de vie des produits électroniques, mais également la consommation en ligne numérique est extrêmement une catastrophe pour l'écologie. Et donc, il faut faire très attention et essayer un maximum que les produits qu'on utilise, les produits numériques, soient utilisés le plus longtemps possible, soient réparés, soit éventuellement remplacé, mais pas dans son entièreté, mais plutôt sur peut-être qu'il y a une seule pièce qui ne fonctionne plus sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, eh bien, à la place de changer de téléphone, je vais aller juste remplacer, réparer cette pièce qui est défectueuse. Et donc, Greeninov, qui vend des appareils connectés pour la maison, eh bien, on est vraiment ici dans ce cas-là. Greeninov pourrait
évidemment c'est extrêmement déconseillé, mais pourrait mettre en place des mécanismes pour rendre la durée de vie de ces produits, la durée de vie de son frigo connecté rapidement obsolète, pour permettre aux consommateurs de racheter la version 2, la version 3 ou d'autres produits puisqu'ils ne fonctionneraient plus. Évidemment, puisque Green Innov souhaite proposer des produits durables et lutter contre cette obsolescence prématurée, elle ne va pas le faire et va faire très attention à mettre des composantes de qualité, va également être très, très consciente si elle a la demande d'un client pour une réparation, eh bien, elle va pouvoir accompagner le consommateur, le client, pour cette réparation ou ce remplacement de la pièce. Alors, je l'ai déjà mentionné, il n'y a pas vraiment un cadre tout à fait spécifique à l'obsolescence prématurée, mais on retrouve un peu ces quelques notions dans plusieurs réglementations. On a par exemple la directive éco-conception, on a la directive sur les droits de consommateurs, sur la vente des biens et pratiques commerciales déloyales. Donc voilà, on a certains points qu'on retrouve dans ces directives qui font référence à l'obsolescence prématurée, mais on n'a pas encore un cadre finalement très concret et qui fonctionne vraiment très bien. Alors, j'en ai parlé, Green Innov, ou toute entreprise vendeur, doit être transparent sur la durabilité de ses produits et sur la façon dont ils vont pouvoir être réparables. Donc, si une pièce du frigo connecté ne fonctionne plus, Green Innov doit expliquer peut-être à ses consommateurs mais comment faire pour remplacer cette pièce à la place d'abandonner ce frigo et de racheter un nouveau. Et donc, c'est vraiment une question de transparence et d'information sur la réparabilité, mais aussi de nouveau, sur les mises à jour qui sont disponibles, comme on en a déjà parlé. Alors, on a aussi une nouvelle directive qui vient de sortir, puisque c'est une directive 2024-825. Et en fait, cette directive vient donner aux consommateurs certains moyens d'agir, justement pour une transition verte, et vient un peu compléter la liste des pratiques commerciales interdites. Donc, en très gros, cette directive vient en fait interdire toutes sortes de publicités qui seraient un peu plus vertes que ce qu'il en est vraiment. Si on dit que mon frigo connecté est complètement écologique, 100% vert, eh bien, peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il consomme quand même de l'électricité. Et donc, voilà, si on vient un peu enjoliver, faire un peu du greenwashing, ce qu'on appelle éco-blanchiment en français, eh bien, c'est considéré maintenant comme une pratique commerciale interdite. Donc, on ne peut pas mettre, par exemple, de faux labels de qualité qu'on n'aurait pas obtenus sur le frigo ou sur le téléphone en disant « mon produit est bio, mon produit est vert ». Maintenant, on ne peut pas faire de publicité mensongère ou en tout cas dire que c'est plus vert que ce qu'il en est. Voilà, alors on a parcouru ici les 4 grandes questions dont on avait parlé. Et en préparant ce webinaire, en fait, on est tombé aussi sur d'autres textes qui sont évidemment bien connus du monde juridique, puisque c'est un nouveau, entre autres, il y a un nouveau gros paquet législatif lié au numérique qui a été voté au niveau européen. Je vais passer en revue ces différents textes. Ici, je ne vais pas rentrer dans le détail par manque de temps, et puis on a vraiment parlé déjà des 4 grandes questions. Mais c'est plutôt pour vous laisser cette information dans un coin de votre tête au cas où vous seriez dans ce domaine-là, vous proposeriez ce genre de produit ou de service, eh bien vous savez que d'autres législations sont applicables à votre entreprise. Alors, la première législation importante c'est la loi du 4 mai 2023. Donc là, ça s'applique à toute vente B2C. Donc, à partir du moment où un professionnel vend à un consommateur et que le consommateur doit payer une facture, que la facture n'est pas payée, eh bien maintenant, il y a toute une procédure de rappel qu'il faut bien suivre pour pouvoir, in fine, demander une indemnité liée au retard, justement, de paiement. Et donc, pour ça, il y a une procédure de rappel à suivre.
mais également une clause qui est vraiment reprise dans la loi et qu'on doit indiquer dans les contrats avec les consommateurs et dans les conditions générales de vente. Alors voilà, vous avez ici le lien, vous recevrez les slides pour avoir plus d'informations. Et évidemment, si vous souhaitez notre aide, nous restons à votre disposition à ce niveau-là. Alors, je vous parlais du paquet législatif numérique européen. On a une première réglementation qui est le Digital Market Act, qu'on appelle plus communément DMA. Ici, on est vraiment, c'est vraiment pour les grandes plateformes en ligne. On parle par exemple de Google. On est vraiment sur les toutes grandes plateformes en ligne. Et ce Digital Market Act vient compléter les obligations en matière de concurrence pour justement appliquer ces règles de concurrence au marché du numérique qui parfois est un peu oublié. Et ici, voilà, pour rendre en tout cas les comportements de ces grandes plateformes un peu plus concurrentiels. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur notre site internet. On a le Digital Service Act, le DSA. Ici, on est vraiment sur les prestataires de services en ligne, par exemple les médias, les réseaux sociaux, les marketplaces, etc. C'est vraiment aussi pour supprimer le contenu illicite, protéger un peu plus le consommateur, les utilisateurs de ces plateformes. Mais donc, c'est vraiment ici plus pour les médias sociaux, marketplace, moteurs de recherche, donc de nouveau plutôt pour les grosses structures. Et puis, on a le Data Act. Ici, on a parlé beaucoup d'objets connectés avec Green-Innov. Eh bien, Green-Innov serait aussi en fait soumis au Data Act qui vient en fait compléter la protection des données pour les objets connectés principalement. Et donc, vient rajouter certaines règles, principalement en matière d'information, d'accès et de partage de données. Et j'arrive au dernier bonus qui est, je vous en ai parlé, la directive 2024 qui vient compléter la liste des pratiques interdites et en particulier sur tout ce qui est greenwashing. Donc il y a un label européen qui est créé pour en fait rendre un peu... On a tellement de labels qui arrivent dans tous les sens par rapport à des produits durables, écolos, etc. Maintenant, il y aura un label harmonisé de l'Union européenne qui va devoir être appliqué à ces produits et des labels privés ne pourraient plus être créés. Donc, et ici, il y aurait aussi également une création d'une notice harmonisée pour plus d'informations pour le consommateur, par exemple, entre autres, pour la garantie légale de conformité dont on a parlé. Et donc, tout ça entre en vigueur en 2026, donc on a encore un peu le temps, mais gardons ça dans un coin de nos têtes. Normand, je te cède la parole pour la conclusion. Ton micro est coupé, Normand. Ton micro est coupé. Évidemment. Merci donc pour ces présentations. Nous avons ici fait le tour de ce que nous voulions vous présenter. Il nous reste encore quelques temps et nous sommes encore à votre disposition pour les éventuelles questions qui n'auraient pas déjà été posées dans le chat. Il est possible de rouvrir vos micros. Pendant que vous y procédez éventuellement, j'en profite pour signaler que nos formations sont toujours disponibles en ligne et les prochaines formations sont également toujours promues sur notre site internet. N'hésitez pas à vous y inscrire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Monsieur Wilmot a une question. Vous pouvez voilà, c'est parfait. On vous entend. Le législateur est toujours très prompt à prévoir des sanctions, qu'elles soient civiles ou voire pénales, mais qui est en fait à l'origine de ces plaintes et comment ça se passe? Parce que prenons l'exemple d'un iPhone qui va coûter 1 500 €. Si on doit commencer une procédure judiciaire, on a tout de suite des frais beaucoup plus importants que le simple remplacement et dont l'issue n'est pas forcément connue. Donc, quelle est cette procédure? Comment ça se passe? Parce que c'est bien d'aller mettre toutes sortes de réglementations, mais qui contrôle en fait tous ces sites?
Je ne sais pas si l'une d'entre vous veut répondre, sinon je peux tenter ma chance. Tu peux tenter ta chance. Très bien. Alors, en fait, bon, il y a les deux volets. Le volet civil, et effectivement, il sera peu mis en œuvre, encore que on peut toujours essayer d'obtenir gain de cause d'abord avec un courrier recommandé et pas forcément devoir poursuivre. Éventuellement, l'entreprise qui sait qu'elle a tort peut essayer de réparer plutôt que de contester. Mais par contre, vous aurez des gens de mauvaise foi qui vont dire, OK, see you in court, et puis finalement, il n'y a jamais de sanctions civiles. Les sanctions pénales sont là principalement pour être dissuasives. Elles sont très peu mises en œuvre. Qui peut les mettre en œuvre? Deux personnes, enfin il peut y avoir deux initiatives. Le parquet pour poursuivre. C'est extrêmement rare, mais ça arrive. Pour y être parfois confronté, parfois, le parquet tout d'un coup décide, ce dossier-là, je me le fais. J'ai du temps, j'ai envie de faire un exemple, et où il y a de l'agitation dans les médias, etc. Ça justifie que je m'en saisisse, je m'en saisis et je poursuis. C'est très très rare, ça arrive. Le parquet est secondé en cela par le SPF Économie, qui a aussi des pouvoirs d'enquête, c'est tout à la fin du Code de droit économique. Et le SPF Économie, les agents, les fonctionnaires maintenant ont l'autorisation de procéder à des constats sur place ou en ligne, et puis sur cette base-là peuvent transférer leurs constats au parquet pour l'inciter à poursuivre et ou proposer des transactions aux entreprises qui ont mal fait. Là aussi, c'est très rare parce que simplement, là, c'est pas une question de priorité d'action. Le parquet, généralement, a d'autres chats à fouetter qu'un problème de non-conformité d'outils numériques. Quand il faut poursuivre des meurtres ou des faits de mœurs, bah, ça prend généralement priorité. Le SPF Économie, c'est dans ses priorités. Il faut en principe qu'il commence à faire la police économique, mais pour le coup, il y a peu de poursuites parce qu'ils ont peu de moyens. Peut-être qu'à un moment, le législateur va mettre, enfin le gouvernement mettra plus de moyens pour qu'il y ait plus d'agents. Il y en a quelques-uns, ils circulent, ils ont leur secteur de prédilection pour une année, puis ils passent à un autre secteur, ils font un rapport annuel. Personne ne les lit, mais le travail est fait pour partie, et parfois ça donne quand même lieu à des poursuites. Mais c'est rare. Principalement, on tape sur un effet dissuasif, on ne va pas se mentir. Peut-être pour compléter ta réponse, Normand, le SPF Économie a mis aussi à disposition des consommateurs une plateforme en ligne pour aller signaler des pratiques qui seraient déloyales. Donc non seulement il y a les agents, mais aussi la possibilité gratuitement d'aller en ligne et signaler au SPF Économie une pratique qui serait illégale. Merci. Y a-t-il une autre question? N'hésitez pas, on est là pour ça. Une fois, deux fois, trois fois. Oui, quelqu'un. Ah, Excusez-moi. oui. Rien à voir avec des questions. C'est parce que j'ai participé via mon téléphone et je n'ai pas réussi à écrire les réponses, mais j'étais bien présent du début à la fin, mais je ne parviens pas du téléphone à répondre dans les discussions, tout simplement. Il n'y a pas de problème, monsieur Ponente. Ponente. On a bien noté que vous étiez là. Vous recevrez, comme tout le monde, l'email de suivi avec les slides et la possibilité de vous manifester pour avoir vos points de formation au besoin. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Donc, pour les questions, une fois, deux fois, trois fois. Si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à nous les poser par email. Nous sommes toujours à votre disposition, enfin, joignables pour ça. Et pour le reste, eh bien, il me reste à vous remercier d'avoir été ici, remercier les présentatrices pour la qualité de leur exposé, et puis à une prochaine fois. Bonne journée à tous.